Ouais, je sais, c'est trop long. Je vais couper tout ça dans peu de temps, faut peut-être attendre que les coiffeurs puissent réouvrir, mais bon, on se fera ça bientôt. Yo les gens, c'est Onio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan lecture du mois, Chamon Gagnon. Je sais toujours pas comment je vais le nommer, on verra ce qui me viendra naturellement. Et j'ai lu, ce mois-ci, j'ai lu plus de 100 mangas. Et encore, je tourne la vidéo le 23 novembre pour pouvoir la monter avant décembre, pour qu'elle soit, voilà, qu'elle soit planifiée sur la chaîne. Autant vous dire que si j'avais lu encore une semaine de plus... je pense que j'aurais pas pu faire la vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. On a lu Head Trick, tome 1 et 2. Je les avais déjà lus il y a longtemps parce que l'éditeur mettait en ligne les chapitres au fur et à mesure. J'avais déjà un tome aussi parce qu'il sortait des tomes en édition collector et en tant que gros consommateur que je suis, j'en avais pris un. C'est un manga de foot, c'est assez basique pour l'instant. Après peut-être que par la suite ça s'améliorera. Mais dans l'ensemble, ça reste quelque chose pas exceptionnel. Ça fait un peu Neketsu mais façon football quoi. Avec le mec qui te fait des actions totalement improbables. C'est sûr que le réalisme n'est pas là, il te fait des trucs. Moi j'aimerais bien le savoir le faire en vrai je serais champion du monde de foot hein, mais voilà, c'est pas trop possible. Donc ensuite j'ai lu les Démocratia. Donc Démocratia qui est une série terminée en 5 tomes, donc j'ai lu les 5 tomes. C'est par l'auteur d'Ikigami, donc je m'étais dit, je l'ai trouvé en occasion il y a pas mal de temps et du coup là j'ai pris l'occasion de les lire et c'est très très bon. Honnêtement j'ai kiffé. J'ai pas vu passer les 5 tomes, pourtant c'était quand même assez long à lire. Il y avait des tomes plus longs que d'autres mais c'était assez long à lire. Mais sur le principe c'est génial. En gros on va suivre deux créateurs donc qui ont chacun leur spécificité, qui vont décider de créer une humanoïde qui est totalement dépendante de l'humain, de la société. Donc ils vont permettre à des gens de s'inscrire du coup à un programme et à travers ce programme ils vont pouvoir choisir ce que fait l'humanoïde dans la vraie vie. Et donc forcément ils vont se servir un petit peu de leur ressenti personnel, ce genre de choses. C'est vraiment super bien foutu. On se rend compte que dans la société, bon voilà, les avis divergent, qu'il y en a qui n'ont pas forcément le même sens de la morale, que l'homme veut toujours être au pouvoir et avoir le dessus. Et étant donné que là ça n'a pas vraiment de conséquences pour eux en tant que tel vu qu'ils passent par une humanoïde, et j'ai adoré. Voilà, c'est une série en 5 tomes en fait qui légitimement est terminée en 5 tomes. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Skyhead Survival et c'est vraiment qualitatif. Ça reste un survival donc il y a forcément des choses qu'on va retrouver, qu'on connaît, des mécaniques, des façons de présenter les choses, de construire les chapitres, de mettre du suspense, ce genre de choses. Ça il y a des choses qu'on connaît et le principe de tueur à masque, c'est j'adore, surtout qu'on comprend assez vite pourquoi en fait ils sont comme ça et du coup ça donne une autre dimension au titre et honnêtement vraiment hein, c'est super sympa. Ça j'en ferai une vidéo dédiée c'est sûr. J'ai lu le tome 1 de Walking Cat qui est une série zombie en 3 tomes. Donc qui dit 3 tomes dit série terminée rapidement, mais ce premier tome j'ai aimé. On suit un survivant qui va avoir son but et qui va faire la route avec un chat. On s'éprend un peu de ces personnages, de leur histoire et je m'attendais pas du tout à cette fin. Je pensais pas, je m'attendais un peu à ce que ça arrive mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement. J'aime bien forcément des séries, des titres zombies donc où la mort peut arriver à tout moment ou ce genre de choses. On aime bien avoir du suspense, ne pas s'y attendre et c'est vrai que là c'est assez bien fait. Donc je finirai la série c'est sûr. Et donc j'avais noté que j'avais déjà lu les 2 tomes de Slam Dunk. Alors le début me disait quelque chose mais honnêtement tout le tome 2 j'avais aucun souvenir donc tant mieux si je les ai relus. Et bah pareil, bon moi j'ai toujours été fan de basket hein, j'en ai fait plus jeune. Tout l'aspect comique parce qu'il y a énormément d'humour là-dedans avec un côté plus réaliste que dans Kuroko's Basket par exemple. Et bah j'ai surkiffé. Je lirai la suite dès que j'aurai fait du tri mais vous verrez hein, quand je vais devoir faire du tri. J'ai lu l'intégrale de Après la pluie, ça m'inspirait bien mais je les avais pas lus, ça faisait 1 an et demi je crois que j'avais les 3 premiers tomes. Comme je rattrape ma pile à lire, je me suis dit bah let's go on va tenter et j'ai surkiffé. Le titre est juste parce qu'il est doux, parce que on se met vraiment à la place des personnages, on voit leurs sentiments et parce qu'il est pas prévisible. Je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça, je m'attendais pas spécialement à une fin même si j'avais une petite idée, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce que je pense que l'auteur est allé au bout pareil de ce qu'il voulait. Il a vraiment fait son œuvre de manière à ce que ça colle à son point de vue, à ce qu'il attendait de ses personnages, à ce qu'il attendait de son univers et c'est vrai que du coup c'est super bien fait. Faut quand même aimer les séries à tendance romantique. Il n'y a pas que de ça, on suit notamment Akira qui de base faisait partie du club d'athlétisme qui a arrêté suite à une blessure au pied parce que forcément elle avait peur je pense de ne pas retrouver le niveau. On va suivre toute sa psychologie autour de ça, il n'y aura pas que de la romance. Alors bien sûr il va y avoir de la romance, on va quand même avoir des petits passages croustillants, se mettre à la place des personnages et tout, mais ça se limite pas à ça et c'est vrai que j'ai été très impressionné. Kana nous sort souvent des petits titres comme ça auxquels on s'attendrait pas. Je pense notamment récemment au Corps solitaire. Alors malheureusement je ne l'ai pas reçu mais je me suis permis du coup de lire le PDF qu'il m'avait envoyé par mail et j'ai pris une claque parce que au niveau du thème abordé, au niveau de la manière dont c'était construit, c'était surkiffant et c'est vrai qu'il nous sort souvent ce genre de petits titres, pas forcément ultra longs hein, mais des petits titres comme ça qui sortent du lot. Ensuite j'ai lu Bienvenue au Club tome 1, j'ai les 4 premiers tomes de Bienvenue au Club. Alors Bienvenue au Club
c'est, je trouve, long à lire, mais pas forcément pour grand chose. Voilà, on suit les lycéens qui forment le club de la jeunesse désabusée, donc ils vont suivre un petit peu les différentes relations amoureuses. Il y a notamment la présidente qui note tout ce qui se passe pour voir un peu les réactions des gens et en apprendre plus sur eux, avoir le maximum d'informations. C'est sympa sur le principe parce que même si ça reste du slice of life un peu banal, il y a quand même un petit thème qui se démarque. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très long à lire. Alors je vous en reparlerai plus en détail parce qu'un tome c'est pas suffisant, surtout que la série est quand même assez longue. Il y a plus d'une dizaine de tomes si je ne m'abuse. Donc j'attendrai d'avoir lu les 3 autres tomes pour vous en parler plus en détail. Je le ferai bientôt. Aime ton prochain, honnêtement. Alors, je dis pas que c'est nul, hein, parce que sur le principe, c'est intéressant. J'achèterai la suite, c'est sûr, c'est intéressant. Mais c'est what the fuck, faut vraiment, tu déconnectes ton cerveau et tu suis ce qui se passe. En gros, on suit Kazumi, un lycéen banal de 16 ans, qui tombe amoureux d'une fille. Et donc voilà, les joies de lycéen, quoi, qui se retrouvent au final. Bah, il y a Saki Mido, qui est une grosse psychopathe, qui va littéralement tuer la fille qu'il aime parce qu'elle l'aime et il y a qu'elle qui le mérite. Et ce qui est intéressant, voilà, je pense que ce qui se fait que ce titre se démarque, c'est que du coup, ce lycéen, forcément, traumatisme oblige, hein, bon, il s'en veut énormément, il va s'empêcher de tomber amoureux, et au bout d'un moment, il va dire c'est bon, elle est plus dans ma vie, elle est en prison, machin. Au moment où il décide de nouer avec quelqu'un d'autre, boum, Mido qui réapparaît, et sbam. Alors, elle va pas forcément faire exactement la même chose qu'avec la première, ça va aller un peu plus loin. Bien sûr, le premier tome se termine à ce moment-là, mais oui, c'est what the fuck, ça porte, oui, c'est bien, c'est dans la bonne collection. Faut aimer. En fait, si vous aimez la collection What the fuck d'Akata et si vous aimez bien les titres vraiment déjantés, ça peut vous plaire, mais faut aimer. Et je pense que c'est pareil, c'est une série où il faut au moins que je lise le tome 2 pour avoir un avis plus détaillé, parce qu'un tome c'est pas suffisant, ça reste de l'introduction. Ensuite j'ai lu Accord Parfait. Alors là vous allez voir, c'est des séries où j'ai lu qu'un tome, mais très vite on va revenir sur plusieurs tomes, puis un tome, puis plusieurs tomes, bref on s'en fout. Accord Parfait, c'est un one shot qui est très vieux, hein. Je crois qu'il est de 1999 au Japon, tiens il a mon âge, et en France ça date de 2007, hein. Ce livre a 13 ans. Et donc en gros c'est par l'auteur de Fruits Basket et ce sont juste des petites histoires courtes mais très bien faites, c'est-à-dire que quand j'ai lu ce titre, je ne me suis pas senti frustré. Parce que souvent, les histoires courtes, c'est trop court. C'est très condensé, mais là, j'avoue qu'il y a suffisamment de dialogue et suffisamment de développement pour qu'on se sente bien, en fait, et qu'on n'ait pas cette frustration qu'on a tout le temps avec ce genre de titre. C'était pas mal. Après, voilà, ça reste un titre avec des histoires courtes, faut aimer. Mais si jamais vous aimez le genre, je pense que c'est un titre qui est à lire. Ensuite, parce que j'ai lu beaucoup de shoujo. Forcément, c'est ce que je laissais un peu traîner dans ma pile à lire. Alors, quand je dois rattraper la pile à lire, il y en a beaucoup. Et j'ai lu notamment Banal à tout prix, oui c'est ça, je trouvais plus le nom, donc encore chez Kana, il y a beaucoup de Kana, mais ce sont des achats ça, vu comment ça date en même temps, si j'avais pas lu une série qui est sortie, qui a commencé il y a 5 ans, bah ce serait pas forcément très correct, et il y a 5 ans de toute façon je ne recevais rien, donc voilà. Mais du coup j'ai les 6 premiers tomes je crois, j'ai lu les 3 premiers. Banal à tout prix, c'est l'histoire d'une lycéenne qui veut juste une vie banale avec un petit copain banal, elle ne veut pas ressentir de choses fortes, elle veut juste vivre sa vie, être invisible, voilà, avoir des notes banales, faire une vie banale, s'habiller de manière banale. Sauf que vous en doutez, c'est un shoujo, ça va pas forcément se passer comme elle veut, elle va s'enticher d'un garçon et comprendre que c'est pas aussi simple que ça n'y paraît et que la banalité auquel elle aspire tant, c'est pas si facile à avoir. Voilà, donc ça va se baser un petit peu là-dessus. Honnêtement, j'ai bien aimé, c'est voilà, c'est un shoujo qui se veut classique, qui se veut simple, mais il y a quand même cette petite touche d'originalité qui fait que j'ai accroché au titre et bah, il fera que je lise la suite. De toute façon, je vous en reparlerai. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Birdcage Castle, donc qui est une série terminée en 4 tomes. J'ai les 4 tomes, il me reste juste 2 tomes à lire. J'avais acheté parce que couverture oblige, comme d'hab. J'ai acheté, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est plus intéressant que ce que je pensais, même si ça reste un survival dans sa structure qui est classique, mais voilà, c'est pareil, il y a cette petite touche d'originalité qui fait que c'est plus sympa. Ce sont des amis qui décident d'aller dans une espèce de fête foraine, si je ne m'abuse, parce qu'il y a une amie disparue qui potentiellement serait là-bas. Et en fait, c'est un lieu où quelques couples apparemment ont reçu un SMS pour s'y rendre, parce que c'est une foire aux amoureux, machin, et tout. Et en fait, c'est hyper glauque. Déjà, c'est des oiseaux qui gèrent le truc, d'où un oiseau, ça peut t'enfermer, et ils vont se retrouver attachés à deux, donc avec des chaînes. Ils peuvent enlever leurs chaînes, sauf que si l'un des deux meurt, ou si l'un des deux enlève la chaîne, les deux meurent. Il faut toujours être lié à quelqu'un pour survivre. Mais c'est assez bien foutu, honnêtement. Je pense que 4 tomes, ça peut suffire pour avoir une bonne fin, mais il va falloir se bouger un peu les fesses, parce que dans les 2 premiers tomes, même si on avance, qu'on a quelques éléments de réponse, etc., c'est pas encore ça, et donc, vu qu'on est déjà à la moitié de la série, il va falloir se bouger un peu, mais je pense honnêtement qu'on peut avoir une fin convenable en 4 tomes. Bah, tome 12 de DeadTube. Continuons dans le grotesque, dans l'absurde. Voilà. DeadTube. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi je continue cette série. Alors, j'apprécie ma lecture, hein, c'est pas le problème, mais c'est tellement bizarre. Mikoto Yamaguchi, c'est un ouf dans sa tête. Vraiment, il a fait Friends Game, Scumbag Losers, DeadTube. 3
3 titres où what the fuck, il se passe n'importe quoi et les persos sont timbrés. Mais des tubes, c'est particulièrement fou. En tant que bon fan des trucs complètement what the fuck, je pense qu'il faudrait peut-être que je consulte un psy. Je continue la série, voilà, rien de plus à dire, je continue. Si vous aimez les titres du genre, bah voilà. Black Shadow. Et autant vous dire qu'on est dans le Neketsuesque très puissant avec le héros, mais tête brûlée, tête de qui ne veut pas écouter. Donc on est clairement dans cet état d'esprit là. Mais c'est un bon début. On est dans un univers où en fait les gens deviennent paladins et ils ont une espèce de bouboule et la bouboule ça devient leur arme. Sauf que forcément le héros lui veut pas faire comme tout le monde donc il l'avale. Du coup il devient une arme. Voilà, il peut se servir de son corps pour combattre. Ce qui est pas con parce que du coup il est différent des autres. Ça fait sa force quelque part. Donc c'est un tome d'introduction, on en a l'habitude. Il y a le plot twist un minimum. Il y a quelques mystères qui rôdent autour du héros. On comprend que l'univers n'est pas aussi joyeux qu'on pourrait le penser. On découvre quelques personnages qui seront sûrement secondaires. C'est un tome d'introduction, pareil, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors là, on va parler de quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais qui fait beaucoup parler de lui. On va parler de 17 ans, une chronique du mal, donc qui est un titre qui est sorti aux éditions Naban, donc qui est un nouvel éditeur, ça fait à peu près un an, si je ne m'abuse, qui sont sur le marché, donc notamment avec Old Boy, et un autre titre, Bienvenue à quelque chose. Et j'ai les 3 titres, mais je n'ai lu que celui-là pour l'instant. Les 2 autres, ce sera pour une autre vidéo. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, donc c'est important de le signaler. C'est sur un format classique de manga. Et ça nous raconte une histoire qui s'est réellement passée. Alors bien sûr, je pense qu'il y a des éléments qui sont pas totalement comme la réalité, mais sur le principe, ça se base quand même sur des faits réels et c'est ça qui fait parler parce que des gens disent que le titre va dans le sens de la culture du viol. Ce que je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai que il va y avoir le viol qui est mis en avant de cette histoire, donc c'est quelque chose d'assez dur. C'est un titre qui est assez mature, assez dur, surtout quand on sait que ça s'est réellement passé. Tout simplement, ça va parler donc du viol et le fait de, même si on n'est pas responsable, le fait de savoir et de ne pas agir. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se prêter à énormément de situations parce que on voit souvent des histoires d'agression, notamment sur Paris, où les gens n'interviennent pas. Il y a des agressions devant leurs yeux, ils n'interviennent pas, ce qui, moi, m'offusque au plus profond de mon âme parce que tu vois quelqu'un en danger, tu l'aides. Et en fait, c'est ça, c'est la passivité des personnages qui va être mis en avant et le fait qu'ils ne conçoivent pas que ce qu'ils font est mal. Ils font par mimétisme pour suivre le grand caïd, le grand méchant entre guillemets, par mimétisme et par crainte. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant, plus que les personnages en tant que tels. Alors bien sûr, ils ont leur personnalité propre, etc. Mais c'est vraiment ça que je trouve a été mis en avant dans ce titre et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est possible que j'en fasse une découverte vidéo dédiée, forcément. Donc j'en reparlerai, mais c'est vraiment sympathique. Honnêtement, si vous avez envie de découvrir l'éditeur, je vous conseille de commencer par ce titre, même si j'ai pas lu les 2 autres. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Beat. Alors, The Vandal Buster. On est dans un monde où les Vandals, donc qui sont des sortes de démons, parviennent à dominer tout le monde. Donc il y a les Vandal Busters, donc qui sont censés les combattre. Et le héros principal, lui, il est trop jeune encore pour être un Vandal Busters, mais c'est son but. Donc il va s'inscrire de manière à pouvoir être Vandal Buster. Et quand tu es Vandal Buster, c'est un système de niveau. Donc ça fait un petit peu RPG. Sauf que lui, il est niveau 1, quoi, si tu veux, niveau 0 même. Donc il n'est pas forcément très fort. Et il va essayer quand même d'aller sur le champ de bataille en face de démons. Du coup, ce sont les Vandal Busters qui ont de l'expérience qui vont essayer de le sauver et qui vont disparaître. On ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont vivants, mais pitch de base, c'est ça. C'est un tome d'introduction, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais j'ai beaucoup aimé ce début de série. C'est un shonen. Donc il y aura des schémas qu'on a l'habitude de voir dans le développement des personnages, dans le développement de l'univers, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et donc du coup j'ai pris les 12 premiers tomes, je les ai pris sur Le Bon Coin, donc je pense que je ferai gagner ce premier tome sur Twitter, on verra ça. Quand j'aurai fait du tri dans tous mes mangas et que j'aurai une idée de toute la liste de mangas que j'ai en double, parce que je dois en avoir bref, donc on verra ça. C'est possible que je fasse gagner et donc je vous en reparlerai pareil quand j'aurai lu un peu plus de tomes parce que c'est le genre de série qui se dévoile au fur et à mesure. J'ai enfin commencé. Non mais vous allez voir, vous allez être fiers de moi dans cette vidéo, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai enfin commencé Black Butler. J'ai les tomes depuis 10 ans, j'ai aucune excuse. J'ai les tomes depuis des années, mais des années vraiment, avant d'être en une étude supérieure et j'ai les 14 premiers je crois, plus des tomes en loose comme d'habitude. Mais du coup, j'ai enfin lu les 2 premiers tomes. Alors le premier tome m'avait pas du tout passionné, mais pas du tout. Et en fait, à la lecture du tome 2, je me suis dit finalement c'est pas mal, ça se développe bien. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un peu comme Moriarty dans le trait, dans l'univers aussi, la manière dont c'est présenté, le fait qu'il y ait des espèces d'enquêtes à résoudre pour l'instant. Alors, je ne sais pas comment ça se développe derrière, je ne sais pas comment ça se développe ensuite, je ne connaissais pas du tout Black Butler, que de nom. Mais c'est vrai que sur l'ambiance, le principe, ça me fait penser un peu à Moriarty, qui est un titre que j'aime beaucoup, qui est chez Canada d'ailleurs aussi. Donc il
n'y a pas de raison que j'aime pas. Donc, pour l'instant c'est pas mal, après voilà, c'est une série qui est quand même assez longue, donc je pense qu'il se dévoile aussi sur le long terme. J'ai lu les 2 premiers tomes de 5 Minutes Forward, qui est un post-apocalypse assez particulier, puisque le héros va avoir affaire à un espèce de charlatan, marchand de tapis, qui va lui vendre un bracelet qui est censé l'amener dans le futur. Et une fois qu'il sera dans le futur, il aura le moyen de réutiliser le bracelet pour revenir à la période où il en était. Sauf que là, t'as des bouddhas géants, des bouddhas mais immenses, qui décident de pop comme ça et d'attaquer tout le monde. Et c'est des monstres quoi, c'est un peu comme les Magical Girls. Dans Magical Girl of the End par exemple, ils sont là pour détruire leur grosse race. Et du coup, ça se base là-dessus. Le but, malgré qu'il y ait des camarades qui meurent, il va devoir se retenir de revenir dans le passé et attendre de trouver un moyen, donc un moyen fiable, pour se débarrasser de ces bouddhas et donc pour revenir dans le passé et réussir à annuler l'apparition des bouddhas et à sauver tout le monde. Donc sur le principe il n'y a que 5 minutes qui sont en jeu, mais finalement ça va aller beaucoup plus loin que ça. Et j'ai vraiment adoré, honnêtement c'est super bien foutu. Ensuite j'ai lu un premier tome que j'avais acheté d'occasion il y a longtemps, pareil, c'est Artiste, un chef d'exception. Alors vous vous en doutez, ça parle de cuisine. Et finalement je pensais pas du tout que ça parlerait de ça et que ce serait aussi bien. J'ai vraiment apprécié ma lecture. On va suivre l'histoire de Gilbert qui est ultra fan de cuisine, mais suite à un problème, il va se retrouver à la plonge, donc il ne pourra plus cuisiner. Et il va rencontrer Marco qui lui aime bien toucher un peu à tout, faire différents travails, jamais rester au même endroit en fait. Il adore découvrir de nouvelles choses et ils vont s'apporter mutuellement pas mal de choses. Et donc dans ce premier tome, on va suivre l'évolution de Gilbert et voir en partie s'il va réussir à redevenir cuisinier et à ne plus rester en fait dans ce confort de la plonge où il n'a aucune responsabilité. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'était vraiment bien foutu. Ensuite, alors j'ai lu un truc que j'ai adoré, alors que je m'attendais pas du tout à adorer, c'est Asadora. C'est par Naoki Urasawa. Donc je savais que sur l'univers c'est quelque chose qui allait potentiellement me plaire parce que c'est le genre d'auteur, c'est un peu comme Inyo Asano, c'est le genre d'auteur où tu sais à quoi t'attendre. Dans le principe, tu sais que ça va être bon. Après forcément, ils font des œuvres moins bonnes que d'autres, mais sur le principe, tu sais que tu peux t'attendre à quelque chose quand même d'assez quali. Et Asadora, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on parle d'inondation. Il y a une grosse inondation qui fait qu'il y a beaucoup de il y a des blessés, il y a des morts forcément par noyade et il y a énormément d'habitations qui se retrouvent sous l'eau. Donc forcément, les gens ne savent plus où aller et donc on va suivre cette évolution dans cet univers, donc comment les gens parviennent à survivre, comment ça va se passer, et on va surtout le suivre à travers une jeune fille qui cherche à retrouver ses parents parce que forcément elle était assez loin de chez elle à ce moment-là, fallait pas qu'elle soit juste à côté. Après c'est pas trop de sa faute, elle s'est fait kidnapper par un gars qui volait quelque chose et vu qu'elle l'a vu voler, il l'a kidnappé pour éviter qu'elle dise qu'il l'avait vu voler. Sauf que vu qu'au final c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste qu'il avait rien pour vivre, il va être obligé de la relâcher, il peut pas la tuer, je veux dire, c'est pas quelqu'un de mauvais. Donc leur rencontre va quand même avoir un rôle essentiel dans le manga. Je vous en reparlerai plus en détail je pense, j'ai les tomes 2 et 3 que j'ai acheté il y a pas longtemps, je les lirai, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, mais c'est un très beau récit qui met beaucoup en avant l'altruisme, l'aide de son prochain, le fait d'être empathique, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien de lire ce genre de choses. Ensuite j'ai lu les 7 ninjas des fous tomes 1 à 6. Les 7 ninjas des fous, je ne sais pas quoi en penser. Sur le principe, le synopsis est bien, sur le papier on va dire. On suit 7 ninjas qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui sont morts et qui reviennent sous la forme de ninja Honshin, donc ninja vengeurs. Ce qui va poser problème, c'est qu'il y a énormément de personnages à développer, énormément de personnages à découvrir, et on s'y perd un peu parce qu'il n'y a pas encore de lien entre eux. Je pense que ça va se faire au fil des tomes, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de lien entre eux. Du coup on est un peu perdu, genre oui mais ça fait beaucoup d'informations, hein. C'est pour ça que je les lis vraiment à tête reposée parce que c'est assez compliqué à suivre. On attend encore alors voilà, il y a quand même 6 tomes, on attend encore le moment où tu vas te dire ah oui d'accord, c'était pour ça. C'est ça en fait qui nous manque. Alors on va parler d'un autre titre qui, contrairement aux 7 ninjas des fous, est tout bonnement génial, c'est Engole-moi. Pareil, Engole-moi, j'avais lu le premier tome parce que j'avais besoin de bosser dessus pour Mégane, et là du coup j'ai relu les 5 tomes. Si vous aimez Kingdom en fait, si vous aimez ce côté guerre, cette ambiance, là Shinzaburo, si je dis pas de Jinsaburo, c'est un ancien samouraï. Alors il a été chassé, exilé, etc. Mais c'est un ancien samouraï quand même, donc forcément il est assez doué, surtout qu'il a un style de combat qui est le style Gikei, qui est quelque chose qui est coté dans le manga
manga en fait. Les gens quand ils entendent ça, ils savent que c'est un mec qui sait se battre. Donc il n'y a pas cette même dimension de se dire que le personnage va hyper évoluer, mais sur le principe de guerre, les stratégies, le fait qu'il faille des fois renverser la situation quand on n'a pas le grand nombre, c'est intéressant et ça se base sur des faits réels. J'ai vérifié pas mal de noms de personnages et c'est des personnages qui ont vraiment existé. Donc les conflits ont quand même un aspect réel et c'est voilà, c'est l'invasion mongole au Japon. Mais c'est vrai qu'Angole-moi c'est vraiment un bon titre. Ensuite j'ai lu Master and Slave qui est un one shot, un shoujo par l'auteur de Teach Me Love, nous précise Soleil Manga. C'est un petit one shot qui va raconter l'histoire d'une fille de riche qui a un serviteur qui du jour au lendemain va se retrouver riche alors qu'elle, l'entreprise de ses parents, va faire faillite. On sait que voilà, on sent qu'il y a toujours eu de l'amour entre eux mais qu'ils ont jamais su se le dire du fait de leur position. Et donc voilà, c'est une petite histoire d'amour sympa. Et ensuite j'ai lu une nouveauté isekai des éditions Pika qui n'est autre que So I'm a Spider, So What. Donc on suit littéralement une araignée. De base c'est pas une araignée mais le mec, bon vous en doutez, c'est un isekai donc il va se retrouver dans un monde qui n'est pas le sien. Son but ça va être d'évoluer, on le voit déjà dans ce premier tome. Il va évoluer, passer des niveaux, changer de classe, ce genre de choses pour survivre. Et c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça. Alors je savais que c'était un isekai mais je m'attendais pas spécialement à ça. Et le côté qui change en mode oui je suis une araignée, voilà j'ai le côté un peu swag, je suis original tout ça. C'est vrai que c'est cool et puis il y a forcément de l'humour parce que t'es une lycéenne, bon tu connais un peu les isekai. Tu vas pas te dire que tu vas te réincarner en araignée quoi. Et on sait même pas s'il y a quelque chose derrière, si c'est quelqu'un qui l'a amené là, s'il y avait un but précis dans tout ça, on ne sait pas. Donc pour l'instant on est encore dans le flou mais c'est sûr que je lirai la suite. Ensuite on va retourner du côté Kana parce que bon il y a pas assez de Kana dans cette vidéo. J'ai lu les 3 premiers tomes de Daytime Shooting Star et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est le genre de shoujo où c'est comme Blue Spring Rise, tu vois la couverture, tu sais que tu vas aimer. C'est une série qui va te prendre au tournant, ça reste un shoujo, tu t'attends à pas mal de choses mais l'auteur prend quand même certains risques pour te dire ah tu t'attendais à ça mais finalement non, ça va se passer comme tu le voulais. Et rien que pour ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu et bah très content. Bon donc va falloir que j'achète la suite mais bon j'en reparlerai pareil prochainement. Pareil, petite série sans prétention, Dresseuse de monstres en 2 tomes. Je l'avais prise il y a des années donc quand elle est sortie et j'avais jamais lu. Et c'est sympa, on suit des étudiantes donc qui sont dans une école spécialisée dans lequel il y a une option qui permet de s'occuper de monstres, donc de les nettoyer, leur donner à manger, ce genre de choses. Donc c'est une petite série voilà toute légère en 2 tomes. On est content, les monstres sont sympas, on voit qu'ils ont des sentiments, ce genre de choses. Couvre les rêves des personnages, ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Sur le principe, ça aurait pu être largement pire. Ensuite, petite série que j'ai lu aussi pendant le marathon, c'est Rikudo. J'ai lu les 5 premiers tomes. Pareil, j'ai jusqu'au 13. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien. C'est fluide, c'est bien foutu. Les personnages sont intéressants, surtout le personnage principal forcément. On découvre bien son passé et la façon dont il devient fan de boxe en fait, où il s'humanise. Alors c'est un peu paradoxal, il s'humanise en tapant sur des gens, mais ça va plus loin que ça en fait. Il trouve un but et tu sens qu'au fur et à mesure, il prend plaisir à faire ce qu'il fait. Rikudo, si vous aimez, pareil, je le dis souvent, mais si vous aimez les mangas de sport, c'est vraiment bien foutu et il y a un côté graphique, je trouve, qui ressemble un peu à Rainbow, si vous connaissez, de Masasumi Kakizaki. Dans le dessin, il y a des ressemblances, mais c'est vrai que Rikudo, c'est vraiment bien foutu et je m'attendais pas du tout à apprécier autant. Alors, Blue Flag, tome 5 et 6, de base, c'est un triangle amoureux, même si c'est pas totalement le cas. Mais à la base, en gros, tu suis le mec un peu lambda qui se fait pas remarquer. Son meilleur ami, c'est le mec, tu vois, beau gosse du lycée, genre, moi j'ai des muscles, je suis sportif et tout, et je fais tomber les filles. Et on va suivre la 3e personne, donc qui est une jeune fille, pareil, très discrète, très posée, qui est amoureuse de Thomas, donc le grand. C'est un manga qui est très juste, sans jugement, où juste les sentiments des personnages sont mis en avant. Et c'est pour ça que j'adore cette série, et c'est pour ça que je vous la conseille. J'ai lu le tome 24 de Prisonnier Riku, et on est toujours dans la 2e partie de Prisonnier Riku, parce que, vous voyez, les jaquettes sont devenues rouges, alors qu'avant c'était bleu. Prisonnier Riku, c'est génial, c'est un shonen. Je pense que ça doit être un de mes shonen préférés. Honnêtement, c'est tellement bien foutu, c'est génial, les personnages sont géniaux, l'univers est génial. J'ai pris le tome 1 de C'était nous. C'est sympa, alors c'est pareil, c'est un shoujo classique, voilà, avec le personnage garçon désinvolte, la fille qui ne supporte pas trop, qui est un peu vénère, mais qui au final tombe amoureuse de lui. C'est terminé en 16 tomes, donc pour moi une série en 16 tomes, c'est qu'il y a quand même du développement si ça a fonctionné pendant autant de temps. Ensuite j'ai lu les 5 tomes de Inoue Gargoyle. Inoue Gargoyle, j'avais le tome 1 que je n'avais jamais lu, donc je me suis dit, vu que je voulais rattraper des séries, c'est dans l'univers de GTO, sauf qu'on suit son pote qui s'appelle Saejima, et lui, son gros problème entre guillemets, c'est qu'il est toujours puceau. Donc son but, ça va être de tomber amoureux. Lui, il veut vraiment un vrai amour, tu vois, c'est un vrai bonhomme, il veut vivre son histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en 5 tomes, on en découvre suffisamment sur le personnage, sur son univers, et on a quand même pas mal de petites situations sympas, mais on n'a pas de finalité en soi. Assez bien foutu, et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite,
J'ai lu les 6 premiers tomes de Balzar, donc juste en termes de stratégie militaire, c'est génial. L'auteur s'est vraiment renseigné, il nous met en place des stratégies qui existaient. Et il y a des objets qui utilisent des armes, on a pas mal d'explications, souvent c'est en fin de tome, on a des petits trucs de la vie quotidienne qui nous expliquent en fait les éléments de ce qu'on a vu en fait au final dans le tome. Et c'est vrai que ce côté recherche où tu as l'impression d'apprendre en fait, ta lecture c'est aussi l'apprentissage, c'est super important. Et ce qui va être très très bien aussi, c'est que dans les derniers tomes là on rentre vraiment dans le conflit, parce qu'à la base Balzar c'est un commandant qui va aller dans une école militaire d'un autre pays, donc du Baseland, alors que lui de base il est de Weben, et son but ça va être d'apprendre en fait aux soldats. Donc, enfin, c'est des enfants, donc c'est des apprentis soldats, leur apprendre comment se battre avec les armes de l'Empire. Et le but aussi, ça va être d'avoir des arrangements entre Baseland et Weben pour avoir une alliance et que ce soit stable. Parce que le problème, c'est que leur alliance, pour l'instant, c'est uniquement autour de l'école militaire, donc avec le second prince Auguste. Donc, il n'y a pas encore d'arrangement avec celui qui est au pouvoir, si vous voulez, du Baseland. Donc, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Après, le but, je pense, c'est que le deuxième prince, enfin le second prince Auguste soit au pouvoir. C'est pour ça il y a de la stratégie sur plein de points, il y a d'autres pays qui viennent un petit peu à la charge et c'est pour ça que c'est assez bien foutu. Et donc on tombe du coup voilà, à peu près vers le tome 4, on tombe dans du champ bataille, voilà, on voit enfin sur le terrain ce que ça peut donner et c'est vrai que c'est de plus en plus intéressant. Et ensuite un autre truc que j'ai lu pendant le marathon, c'est Strawbridge. Strawbridge, c'est une série de Io Sakisaka qui est l'autrice également de Blue Spring Ride, qui est un de mes shoujo préférés. J'adore ce shoujo, je pense même que c'est mon préféré en termes de romance, hein, bien sûr. Et donc j'ai voulu tenter une autre série de l'autrice. C'est dans le même esprit que Blue Spring Ride en fait, hein. C'est un shoujo assez juste avec des personnages auxquels tu t'attaches et c'est pas forcément toujours évident. Tout n'est pas logique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas prévisible. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, là-dessus ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes pendant le marathon et j'espère que je pourrai lire la suite prochainement. Ensuite j'ai lu une nouveauté dont je vous ferai une vidéo. C'est Battle Through the Events, voilà, la voix du Duki, qui est un manga chinois, donc je ne sais pas comment on dit, un manhwa ou un manhua, ou bref, un manga chinois, qui est par un nouvel éditeur qui est Maned. Donc eux ils se le disent, hein, dans leur logo c'est noté, ce sera du manga, du manhwa et du manhua. Je sais pas comment on prononce, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc de 3 nationalités, je pense que c'est chinois, coréen et japonais. Donc pour l'instant c'est leur premier titre. D'ailleurs ils avaient fait une campagne Ulule qui a très bien marché, ça leur a permis de bien démarrer. C'est une série qui est en 48 tomes, toujours en cours, si je ne m'abuse. Donc forcément on s'attend à une série longue et le gros avantage c'est que c'est tout en couleur. Je ferai une vidéo, j'en reparlerai. Voilà, globalement ça parle d'arts martiaux. C'est un univers autour des arts martiaux et on suit en fait un prodige qui a perdu ses pouvoirs, qui n'a plus de niveau parce que c'est un système de niveau qui est redescendu en niveau et qui ne comprend pas pourquoi il est autant bridé. Donc forcément il est considéré comme la risée de tout le monde parce que de base il était super fort et au final malheureusement pour lui ça n'a pas suffi. C'est honnêtement une série qui est assez sympa pour l'instant. Le côté couleur forcément il peut être que plaisant parce que c'est vrai que ça apporte un certain dynamisme à l'œuvre et je me dis que voilà, c'est une œuvre qui est en cours où il y a pas mal de tomes, donc on peut s'attendre à avoir du développement. J'espère que vraiment l'auteur va fonctionner, que les ventes vont être bonnes et que ça va partir. C'est aussi pour ça que je ferai une vidéo dédiée. C'est voilà, le genre de titre qui mérite, faut que les éditeurs puissent se lancer convenablement. Ensuite je me suis remis à mon petit bébé Egrégor, le manga franco-coréen dont j'ai une dédicace d'ailleurs des 2 auteurs dans le tome 1. Nous avons les tomes 4 et 5 d'Egrégor, donc qui sont les 2 derniers sortis. Et Egrégor ça reste voilà, un univers qui se base beaucoup sur la mythologie, qui a beaucoup de spécificités dans la manière de construire le scénario, etc. Et ce qui est intéressant, je le dis souvent dans mes chroniques, mais vu que le scénariste est français, forcément s'il y a des petites choses qui vont pas, des petites choses à améliorer, il peut facilement rebondir avec les avis puisqu'il il est français, donc forcément les avis français, il peut les prendre en compte pour améliorer son récit. Et c'est vrai que ça c'est intéressant et que ça se ressent en fait au fur et à mesure des tomes qu'il y a de l'amélioration. Et puis graphiquement, je veux dire, rien que les couvertures, hein, je pense honnêtement que le dessinateur Kim Jae-won il se régale quand il dessine Egrégor. Donc Egrégor pareil, j'en reparlerai plus en détail à la sortie du tome 6 pour coller à l'actualité. Là bon, malheureusement je suis un petit peu en retard vu que j'ai arrêté, mais si vous n'avez pas débuté, vous avez envie de tester
tester un autre genre de manga. Eggregor, c'est vraiment pas mal pour commencer. Alors ensuite, je vous en parle pas en détail parce que ça va être dans un Yaoi Time. Vous devez vous souvenir de cette émission. Je vais avoir Kacho Fugetsu, donc des éditions Teifu. Et donc c'est le premier tome parce que c'est une série. Donc voilà, j'en reparlerai dans un Yaoi Time. Et le tome 3 de Jalousie de Scarlett Berrico, qui est un pur délice. On va dire ça comme ça. Donc ça, ce sera dans un Yaoi Time. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Sword Art Online Progressive, arc 2, Transient Barcarolle. Donc c'est le tome 2 sur 2. En fait, c'est un petit arc en 2 tomes qui nous permet de passer un étage. Voilà. Donc c'est pas un arc qui est essentiel. Je pense honnêtement que si on le saute, on n'a pas perdu grand chose. Mais il y a de l'humour, ça se lit. Voilà, on suit Kirito et Asuna, c'est l'important. Donc ça reste un arc qui est lisable, mais c'est pas mon préféré. Voilà, c'est un petit arc histoire de dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un début et une fin. C'est-à-dire qu'on a un but, on sait où on va et ça se termine après avoir atteint ou non ce but. Mashima Heroes, qui est un one-shot qui regroupe les héros de Rave, Eden Zero et Fairy Tail, donc avec Natsu, celui de Rave, je sais pas, j'ai pas encore lu, Haru et forcément Shiki dans Eden Zero. C'est un petit one shot, en gros, un crossover des séries, donc on voit les trois, c'est du fan service quoi, on voit les trois personnages dans le même univers autour d'une quête. Ils vont montrer forcément tous leurs pouvoirs qui leur viennent de leurs univers. C'est sympa, quand on est fan de l'auteur et de ce qu'il fait et des séries qui sont associées, c'est sympa. Après, c'est pas essentiel. Voilà, c'est une petite lecture qui se fait bien, mais c'est pas exceptionnel quoi. Je pense qu'il vaut mieux lire les œuvres dont ça provient. Les 16 tomes, mais je vais compter pour le décompte uniquement le tome 16 de Love X Dilemma. J'attends le tome 17 d'ailleurs en janvier avec impatience. Et j'ai tellement surkiffé que j'ai lu les 16 tomes d'un coup, enfin les 15. Et je me suis dit, le tome 16 venait de sortir, je me suis dit vas-y, je me le commande. Et donc j'attends le tome 17 avec grande impatience. Et c'est vrai que Love X Dilemma, c'est très glauque de base parce que on suit Natsuo qui est amoureux de sa prof d'anglais. Et pour tenter de l'oublier, il va coucher avec une fille qui lui propose en soirée. Sauf que il va se rendre compte très rapidement que la fille avec qui il a couché devient sa sœur par mariage parce que son père se met avec sa mère et qu'en plus la sœur de Rui, donc de cette fille, c'est Anna qui est la prof d'anglais de Natsuo dont il est amoureux. Vous voyez la situation un peu glauque? Et ça met beaucoup en avant les sentiments, les relations amoureuses, ce genre de choses et c'est pas, honnêtement, je suis un peu frustré à ce stade de l'histoire parce que ça se passe pas comme j'aurais aimé et c'est assez original et en 16 tomes il se passe suffisamment de choses pour qu'on se lasse pas et ça c'est super important. Donc c'est vraiment une très bonne surprise. J'ai lu les 2 premiers tomes de Ça reste entre nous, mais je vais compter uniquement ce tome 2 parce que le premier tome je l'ai lu en numérique via le PDF de Kana, dont je les remercie d'ailleurs, sinon j'aurais pas pu lire le tome 2. Et donc en gros, Ça reste entre nous, c'est comme on le dit, un secret entre 2 personnes. Towako, c'est une lycéenne comme une autre, sauf que sa mère lui a dit ne t'approche surtout pas des garçons, ce sont des mauvaises personnes, concentre-toi sur tes études. Et elle a tellement été rabâchée par ça sa mère lui a tellement rabâché ça que du coup elle fait vraiment, elle évite les garçons au maximum. Petit carnet où elle note tout ce qu'elle aimerait faire avec un garçon, donc des trucs ultra romantiques. Sauf que le problème c'est qu'il y a un fameux garçon qui va tomber sur ce carnet, qui va la faire chanter et qui va tenter de faire tout ce qu'elle souhaite dans son carnet avec elle. Et en échange, il ne dit pas qu'elle a un carnet pareil parce que bon, ça ferait, comment te dire que sa réputation, je pense qu'elle serait pas ouf, surtout quand tu vois comment elle est ultra froide. Et c'est une série qui est terminée en 3 tomes, donc il y aura plus qu'un tome et je pense que c'est suffisant pour conclure la série. Là, on a bien évolué dans le scénario, on voit un petit peu qui se prépare. Donc voilà, c'est un petit shoujo sympa en 3 tomes. Ensuite, encore un gros bébé de chez Meian, j'ai lu les 7 premiers tomes de Jormungand qui est une série terminée en 11 tomes, donc encore 4 tomes et c'est la fin. Jormungand, c'est une série qui est constante, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que au fur et à mesure des tomes, ce sera toujours la même qualité, t'auras toujours ta petite dose d'humour, t'auras toujours ton petit voyage par-ci par-là parce qu'il se déplace, t'auras toujours un peu de combat, des petits conflits par-ci par-là. Donc Jormungand, tu sais à quoi t'attendre à chaque tome. Moi, j'ai vraiment pas mal apprécié ce titre, donc je peux vous le recommander. En plus, 11 tomes, c'est pas excessif, donc voilà. Ensuite, on continue avec toi, un petit one shot de chez Akata. Pareil, j'ai mis beaucoup de temps à le lire et franchement, j'ai kiffé. Alors déjà, ça parle de chat. Vous savez, je suis fan de chat, j'adore ça, je kiffe. D'ailleurs, petite photo de mes bébés, cœur sur vous. Et donc dans ce one shot, on va suivre en fait l'évolution d'une famille et d'un chat qu'ils accueillent, donc un chat errant, et comment il va évoluer, comment le chat va vieillir, ce genre de choses tout au long de sa vie en fait. Et donc forcément, la famille va aussi évoluer, donc on va avoir des sauts dans le temps par moment, parce que vous en doutez que on peut pas mettre toute une durée de vie d'un chat dans un seul tome si on fait pas des sauts dans le temps. Et c'est hyper bien foutu. Et j'ai vraiment j'ai adoré. C'est subtil, c'est léger, tu te sens pas frustré, t'es content,
suis, t'es content de suivre voilà, leur évolution, de voir un petit peu comment ça se passe. Et les personnages ont des personnalités différentes au sein de la famille, ils ont pas tous le même avis sur le chat et tout. C'est kiffant quoi, ce genre de série c'est kiffant. Nouvelle collection chez Meian, donc la collection d'Aitan, et donc j'ai lu un titre de cette collection qui est Les Rives Rouges de l'adultère. C'est un titre qui est terminé en 2 tomes, mais j'en ai parlé avec Valérie de chez Meian, coucou d'ailleurs en passant. Elle m'a dit en gros qu'il y avait une suite mais uniquement en format numérique au Japon. Ils vont peut-être essayer de voir pour avoir les droits. J'espère parce qu'on n'a pas de véritable fin. On a deux histoires principales où on se doute d'une finalité qui pourrait y avoir, mais savoir qu'il y a une suite, je me demande si la finalité à laquelle je pense c'est vraiment celle qui serait le cas. Donc c'est un titre explicite pour public averti parce qu'il y a des scènes explicites. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez. Faut le lire en prenant des pincettes quoi. Faut pas spécialement se fier à ça, mais sinon en tant que tel, c'est du bon développement. Voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu pas mal de chez Doki Doki, vous allez le voir, j'ai rattrapé pas mal de séries. J'ai lu The Alexis Empire Chronicle. On suit l'histoire de Léonat qui se fait trahir et qui perd tout. Le gars, il a vraiment pas de chance. Et c'est un gars qui a les capacités de gérer une armée. Concrètement, c'est un univers d'heroic fantasy et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Alors, c'est un tome épais, hein, donc faut s'accrocher. Mais c'est vrai que l'heroic fantasy, c'est quelque chose que je lis pas souvent, mais quand je lis, je suis rarement déçu. Et je trouve que Doki Doki, tout ce qui est isekai, heroic fantasy, tout ce genre de domaine-là, c'est leur baba. C'est ce qu'ils arrivent le plus à faire. Et c'est vrai que particulièrement ce manga, c'est pas mal. Dans le tome 2 en plus, alors j'espère que va falloir que je le commande, mais je pense que le mieux est à venir. L'auteur nous promet des guerres épiques, donc j'espère que ce sera le cas. Mais en tant que titre d'Heroic Fantasy, franchement, ça démarre très très bien. Ensuite, on retourne du côté Meian. Je vous ai dit, je n'ai lu que ça. Avec Konosuba, Sois béni monde merveilleux, je bégaye. Les 2 premiers tomes. Et donc, Konosuba, c'est un isekai. Pareil, sauf que un isekai, souvent, soit la personne se fait transporter quand il est vivant dans son monde, soit il meurt dans son monde et donc il est réincarné dans un autre monde. Là, c'est une réincarnation, vous allez voir que sa mort humaine, elle annonce un peu la couleur. En fait, il voit une fille traverser alors qu'il entend un bruit de camion, il essaie de la sauver, sauf que c'était un tracteur, donc elle n'allait pas se faire écraser, donc il l'a poussée, donc il l'a blessée, et en plus de peur du choc, il est mort de trouille, mais littéralement mort de trouille. Et ça annonce la couleur parce qu'en fait, Konosuba, en réalité, c'est une parodie d'isekai. C'est tout ce qui est important dans isekai, c'est modifié de manière humoristique. C'est un titre qui est plein d'humour avec des personnages ultra what the fuck et finalement c'est carrément bien foutu. On se laisse prendre au jeu, même en étant fan d'isekai, à part si je pense les gros puristes le prendraient mal, mais sinon c'est vrai qu'on apprécie très facilement ce titre parce qu'on reste dans un univers isekai, même si c'est une parodie, on est quand même dans ce genre d'univers là et donc dans cette construction là. Mais c'est vrai que tout le côté original du fait que ce soit une parodie, bah ça rend le titre un petit peu unique et c'est vrai que à plusieurs reprises j'ai souri pendant ma lecture. Donc Konosuba, si vous aimez les isekai ou ce genre de titre, je vous le recommande. Ensuite, c'est pareil, une sorte d'isekai parce que c'est un héros qui est invoqué par une déesse pour sauver un de ces mondes. Parce que les déesses, elles ont plusieurs mondes à sauver et en fait à chaque fois elles peuvent choisir un héros. Donc elles voient les caractéristiques de base du héros, etc. Et elles choisissent en fonction de ça. Et donc elles trouvent un héros qui se démarque totalement des autres, donc dans Cautious Hero. Et en fait cet héros, il est cautious, donc il est ultra prudent, c'est-à-dire qu'il fait en sorte d'avoir une force 1 milliard de fois supérieure à celle de ses ennemis, sinon il continue de s'entraîner. Et il y a une pièce en fait dans laquelle il peut s'entraîner et le temps ne fonctionne pas pareil que dans le monde qu'il doit sauver, ce qui fait qu'il peut s'entraîner beaucoup sans pour autant que ça ait un gros impact sur le monde qu'il doit sauver. Donc forcément, vous en doutez, c'est un isekai qui aussi va se baser sur l'humour avec un héros atypique et j'ai trouvé que c'était assez bien foutu. C'est rafraîchissant, c'est léger, c'est frais et forcément avoir un héros comme ça c'est juste trop débarque quoi. C'est le genre de héros, il va se retrouver en face d'un ennemi hyper badass, il va dire non mais attends, il a 1000 de force là, ah non, faut que j'ai au moins 20 000 sinon j'y vais pas. C'est absurde, personne fait ça, mais honnêtement c'est vraiment bien foutu. Je ne sais pas en combien de tomes c'est fini, par contre faut que je me renseigne, je sais même pas si la suite est sortie, si c'est le cas il faudra que j'achète, donc on verra ça. Ensuite je vous en parle pas parce que c'est un yaoi, comme je vous ai dit vous en saurez plus dans un yaoi time, c'est Totally Captivated.
Voilà, donc il y a un titre qui était sorti il y a très longtemps mais plus édité, donc du coup Boys Love a récupéré la licence et il le sort hors abonnement. Ensuite nous allons du côté de Nobinobi, pareil, ce sont des éditions où j'ai quelques titres mais voilà, ça reste assez modeste. Et donc nous avons Iruma à l'école des démons que j'ai beaucoup aimé. On suit un gars qui a appris à toujours dire oui. En fait ses parents lui ont toujours fait faire des trucs mais n'importe quoi, donc il a toujours appris à dire oui et un jour ses parents, pour gagner de l'argent, décident de le vendre à un démon. Ouais, pourquoi ? Je ne sais pas. Et sauf qu'il a de la chance dans son malheur, c'est que ce démon, c'est un vieux papy qui avait pour but uniquement d'avoir un petit-fils pour pouvoir se vanter auprès des copains, etc. Sauf que dans le monde des démons, ils aiment pas les humains, ils les bouffent. Donc il va devoir aller à l'académie des démons alors qu'il est un humain, un pauvre petit humain. Et c'est une série qui a beaucoup de tomes au Japon. Donc là, on a un tome par mois chez Nobinobi. C'est vrai que je m'attendais pas du tout. Bah je l'ai lu, voilà, je l'ai reçu, je me suis dit bah tac, je vais le lire et on verra bien ce que ça vaut. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. Donc j'en reparlerai pareil une fois que j'aurai lu un peu plus. Ensuite, nouveauté de chez Kana. Alors Corps Solitaire, comme je vous ai dit, je l'ai lu, voilà, j'en ai parlé un petit peu au début de vidéo. Corps Solitaire, c'était génial, j'ai fait une chronique écrite. Je ferai sûrement une vidéo dédiée, donc je vais pas en parler parce que je l'ai lu en numérique, donc voilà, on va parler que de format papier aujourd'hui. Mais j'ai reçu, même si j'ai pas reçu Corps Solitaire, j'ai reçu l'autre sortie de Kana, donc du coup de ce mois-ci, enfin c'était octobre il me semble, c'est Kingdom of Knowledge. C'est une histoire qui nous plonge dans un univers assez loufoque. En gros, un jour, les humains tombent sur un grand cube avec beaucoup de livres dedans qu'ils ne peuvent pas décrypter. Et en fait, ils vont se rendre compte que les gnomes, donc qui sont censés être des êtres inférieurs, hein, à leur point de vue, hein, les humains on les connaît, eux ils peuvent les décrypter, donc ils vont les enfermer dans une bibliothèque tout le temps en fait, pendant des dizaines d'années jusqu'à que tout soit traduit. Donc que tous les ouvrages soient traduits et les humains leur promettent la liberté une fois que ce sera terminé. Sauf que, une fois tout terminé, ils se rendent compte qu'en fait les humains ce sont des salauds, que grâce à tout le contenu des livres, ils ont pris l'ascendant sur toutes les autres espèces, qu'il y a un empire qui en fait ce sont les méchants et qu'ils exterminent tous les gnomes une fois qu'ils ont toutes les traductions. Sauf qu'il y a un des gnomes qui arrive à s'enfuir et ce qui va être intéressant dans ce titre, c'est qu'il y aura énormément de stratégie militaire aussi. Parce que forcément le gnome, pour avoir droit à la liberté, il devait terminer de traduire tous les titres, donc forcément il a énormément de connaissances en tête et il va s'en servir tout simplement pour se venger des humains qui l'ont trahi. Donc honnêtement c'est un très bon plot twist et c'est un très bon début de série, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça vaudra par la suite. Ensuite on repasse du côté de Meian avec un autre titre de la collection d'Aitan qui n'est autre que Pinsaro Sniper. Donc pareil, c'est du très explicite, donc c'est pas adapté à tout âge. Pinsaro Sniper, c'est l'histoire de Yuki Kaido qui la journée est employée de bureau comme n'importe qui d'autre et la nuit concrètement elle vend son corps dans un salon rose mais également ses services de sniper. Le but c'est d'aider tous les reclus entre guillemets qui ont subi les personnes plus haut gradées, donc qui ont subi quelque chose, qui ont perdu leur famille, plein de ce genre de critères, donc ils doivent consommer un service, donc coucher avec Kaido, et en échange elle s'occupe en fait de la personne qui les a fait souffrir. Le premier tome, j'étais pas ultra convaincu, enfin j'étais genre ok d'accord, mais dis-moi plus, parce que on suivait que des histoires individuellement. Voilà, à chaque fois il y avait une nouvelle histoire, mais on n'en apprenait pas sur le personnage principal, ce genre de choses. Dans le deuxième tome, on la voit de jour entre guillemets, donc on en découvre plus sur ses fréquentations, sur son travail en tant qu'employé de bureau, etc. Et on en découvre aussi plus sur son passé. Donc là, j'ai vraiment adoré le deuxième tome. C'est une série qui est terminée en 3 tomes, donc j'attends le troisième tome, et pareil, j'en reparlerai, je pense, à la sortie du troisième tome. Mais vraiment très bonne licence, mais pareil, c'est de l'explicite, donc faut aimer. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Hitman de Kuji Seo, un auteur que j'aime beaucoup pour Fuka, Suzuka notamment, et il y a d'autres œuvres de lui que je n'ai pas lu que je dois lire. Et Hitman, ça va être un univers autour de l'envie de devenir mangaka. Donc on va suivre en gros un éditeur débutant avec son autrice débutante. Donc il va apprendre forcément auprès d'autres éditeurs, l'autrice également, elle va apprendre auprès d'autres mangaka, et il y a un système de compétences, vous voyez un petit peu quand il y a une espèce de bulle de compétences et que ça fait un schéma en fonction des compétences dans chaque catégorie. Bah là on va voir ça au fur et à mesure, donc on va pouvoir estimer l'importance des personnages et donc l'impact qu'ils peuvent avoir sur les personnages principaux. Et c'est du coup d'ICO, donc c'est pareil, toujours dans les sentiments, c'est toujours bien foutu, bien écrit, c'est très doux et franchement ce premier tome j'ai surkiffé. Ensuite on retourne du côté de Doki Doki avec un isekai et Je suis un assassin, avec écrit
en tout petit et je surpasse le héros. Alors effectivement en fait il y a plusieurs personnes qui se font donc invoquer dans un univers pour sauver cet univers, sauf qu'on se rend compte que cet assassin, donc le personnage principal, est beaucoup plus fort que celui qui a le rôle de héros. Donc étant donné qu'il est assassin, il va avoir des pouvoirs de dissimulation et donc ça va être son but et il va être très maltraité dès le départ. Et dans sa construction, ce premier tome, ça m'a fait beaucoup penser à The Rising of the Shield Hero, qui est un titre que j'apprécie énormément parce que les héros dans The Rising of the Shield Hero, c'est un peu le même principe, c'est celui qui a le rôle de mierda entre guillemets et qui du coup se fait pas respecter à cause de ça. Et là c'est un peu le même schéma, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant, voilà, dans cette logique, on va dire ça comme ça. Donc si vous aimez tout ce qui est isekai et tout, franchement pas mal du tout. Ensuite une série que j'ai beaucoup aimé, on retourne du côté de chez Meian, mais c'est bien sûr Gannibal, les deux premiers tomes. Alors Gannibal c'est un titre où j'attendais énormément d'horreur et en fait le côté thriller est beaucoup mis en avant, mais j'ai préparé une vidéo dédiée. Alors je n'ai pas encore décidé à quel moment sortait cette vidéo, donc soit la vidéo est déjà sortie sur Gannibal, soit elle va sortir, donc je vais pas en parler plus en détail. Mais Gannibal honnêtement dans le genre thriller c'est juste une tuerie, c'est super bien construit, super bien décrit, honnêtement j'ai surkiffé. Ensuite j'ai lu le premier tome de Magnum Opus, donc une sortie des éditions H2T. C'est une série médiévale fantasy qui est terminée en 3 tomes, donc on sait que c'est quelque chose qui va pas durer longtemps, et donc on suit en fait deux petits garçons qui rêvent de devenir chevalier, sauf que pour être chevalier il faut être un minimum riche, faut pas être dans une famille de pauvreté. Sauf qu'il voilà, il va être fan du plus grand chevalier de cet univers qui s'appelle Graham, sauf que Graham a un secret et on se rend compte en fait que ce n'est pas le seul et qu'on est dans un univers qui est pas si rose que ça. Donc très vite ça va tourner au drame et du coup les deux petits garçons vont devoir trouver une solution et s'enfuir pour protéger le plus grand trésor de Graham. Et donc c'est le plot twist de base. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ça et honnêtement très sympa, donc je prendrai la suite. Je sais pas si c'est sorti du tout, je me suis pas renseigné, mais je prendrai la suite. Ensuite un autre titre dont je ne vous parlerai pas en détail parce qu'une vidéo dédiée est prévue ou est déjà sortie, encore une fois, c'est TUA, The Unwanted Undead Adventurer, donc un petit titre de chez Meian qui nous parle du coup de la réincarnation d'un aventurier de rang bronze en squelette et donc le fait qu'il va devoir évoluer pour retrouver la parole, etc. et faire comprendre aux autres tout ce qu'il a à leur dire, notamment l'existence d'une zone secrète dans un donjon. Si j'en ai déjà parlé, vous avez une fiche. Ensuite j'ai lu Miriko-chan Slice of Horror, donc bah voilà, une petite nouveauté des éditions Ototo. C'est le genre de titre qui se découpe par chapitre où il n'y a pas de continuité dans le scénario, ou du moins pas beaucoup. On a un petit espoir à la fin mais c'est pas encore le cas, donc j'ai pas trop aimé. Moi j'ai besoin d'un fil conducteur, je suis très chiant là-dessus. Après ça m'est propre, hein. Si vous aimez les chapitres en tant que tel où il y a voilà, une histoire par chapitre, ça peut vous plaire. Donc on va suivre Miruko qui du jour au lendemain commence à voir les esprits, des espèces d'esprits déformés, elle sait pas trop ce que c'est et donc au quotidien elle va devoir faire semblant de ne pas les voir parce que s'ils apprennent qu'elle les voit, elle ne sait pas comment ils vont réagir. Et ils essaient de la faire réagir, donc ils essaient certainement de faire réagir les autres, mais ils essaient de la faire réagir et elle doit rester impassible, donc ça nous rend voilà, il y a des petites situations un peu comiques et tout, et un peu glauques aussi, mais voilà, il n'y a pas ce côté encore histoire qui fait que j'accroche, mais voilà, j'attends le tome 2, là je devrais le recevoir et donc du coup je vous en reparlerai là-dessus. Donc on a bientôt fini, nous allons avoir 2 yaoi, donc du coup pareil j'en parlerai dans un yaoi time. Donc nous allons avoir Megumi and Tsugumi. Alors pour le coup il n'y a pas de nombre, mais j'ai vérifié, c'est bien une série qui est en cours, donc je vais rien dire du tout, je vous en parlerai dans un yaoi time. Et My Hero's Dream, donc pareil j'en parlerai dans un yaoi time parce que le but voilà, c'est que c'est une série qui est dédiée, donc c'est d'en parler dans ce genre de vidéo là. Et donc nous allons terminer très rapidement avec Tombé du ciel. C'est une nouveauté Meian, mais le titre au Japon n'est pas récent. C'est un titre qui va nous parler tout simplement d'un garçon banal qui veut garder sa vie banale. Ça me fait penser à quelque chose dans la vidéo normalement, mais qui va pas avoir une vie banale parce qu'il y a littéralement un ange qui va tomber du ciel, une humanoïde avec des ailes qui a des pouvoirs visiblement et qui va pouvoir bouleverser sa vie, ce qu'il ne souhaitait pas au premier abord, mais finalement il va s'habituer à cette vie. Et donc c'est un titre qui pour l'instant est très léger, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment bien foutu, très sympa à lire, mais on se rend très vite compte qu'il y a des choses beaucoup plus sombres derrière tout ça que je pense on va découvrir par la suite. Il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis en France, mais c'est vrai que moi, vous me connaissez, je suis toujours en retard sur mes séries, voilà, donc
j'espère que je pourrai lire la suite très prochainement parce que c'est vrai que Tomber du ciel, j'ai beaucoup apprécié ces deux premiers tomes. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai la suite, mais si vous avez envie de découvrir un petit titre sympa, et ben j'ai fini cette vidéo. Je vous dis commentez, partagez, likez, abonnez-vous parce que vous n'avez pas le choix en fait. Tu veux quoi que je m'énerve? Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.